À la une de cette édition sur Béni TV, la chaîne d'État grâce Religion Côte d'Ivoire, c'est effectif. Le docteur Mathius Ashimolo est en Côte d'Ivoire depuis ce lundi 27 octobre pour le déroulement de la 7e édition de la C-Rose. Et Ebola, les quarantaines divisent les Américains, les détails dans cette édition. Fixez vos regards sur l'Éternel, seul gage de votre vie. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rester fidèles sur Béni TV, la chaîne d'État grâce, et bienvenue dans cette édition d'information. La 7e édition de la C-Rose a pris forme dans la nuit du lundi 27 octobre. L'orateur principal, le docteur Mathius Ashimolo, est en Côte d'Ivoire au soir de son arrivée. La jeunesse de la C-Rose a accordé un aquabat chaleureux au ministre de l'Évangile. Par des cantiques et des expressions de joie, on pouvait voir la révérende Monéjeanne Raïssa, le prophète d'Atro, l'apôtre Komoé, le bishop Alexandre Amazou et le pasteur Georges Amouako, sans oublier le pasteur Moné Georges et plusieurs autres ministres de Dieu. Restons avec notre reporter Irène Bailly. Cette fois, elle nous parle de la rentrée pastorale de l'apostolat des enfants et la clôture de la semaine de la charité de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo Sagbé. Cette communauté catholique a fait don de kits scolaires à 205 enfants issus des familles défavorisées, des quartiers précaires et de frais scolaires d'une valeur de 7 286 000 francs CFA. C'est la deuxième du genre dirigé par le curé Serge Lorougnon. Regardez. 7 286 000 francs CFA, c'est la valeur globale des kits et frais scolaires offerts aux 205 enfants sélectionnés parmi les familles les plus défavorisées du quartier d'Abobo Sagbé, commune d'Abidjan. Les maîtres d'œuvre de cette action, le curé Serge Lorougnon et d'autres donateurs, notamment la mairie de Cocody, est un acte d'amour enseigné par Christ. Moi, j'ai eu cette idée d'organiser cela, c'est quand la Caritas m'a présenté des cas. La Caritas, c'est le service social de l'Église catholique qui s'occupe. Et des parents sont venus demander à la Caritas, parce que c'est la rentrée, qu'ils avaient des problèmes de scolarité, des problèmes pour payer les frais de fourniture de leurs enfants. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de dire, bon, comme nous on n'a pas de moyens, suffisamment de moyens, on peut solliciter des Ivoiriens qui peuvent, en donnant 5 000, 20 000, 10 000, 30 000, nous aider à venir en aide à cette population-là. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée. Et pour cette année, on en a parlé avec quelques centres, quelques artistes qui ont dit oui, ils peuvent aussi aider à leur façon. Et ils peuvent aider en faisant un concert où les bénéfices de ce concert peuvent être reversés à cette collecte-là. Et voilà en gros comment nous avons collecté tous ces fonds. Et nous avons aujourd'hui pu faire cette remise des kits. J'ai participé, j'aide parce que j'estime que c'est très important d'aider les enfants à apprendre à lire, à écrire, et il faut les encourager, il faut les stimuler. Voilà pourquoi je me suis intéressée au projet. Pourquoi j'ai adhéré au projet? Parce qu'en fait, c'est une manière pour nous autres de dire merci au Seigneur. Parce que nous sommes destinataires de biens que nous n'avons pas forcément mérités. Il est vrai que l'histoire, la chance que nous avons eue de nos parents, c'est de nous mettre de nous avoir envoyés à l'école. Et puis aujourd'hui, on a quelques moyens. Donc ces moyens-là, c'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu en disant que c'est de lui que tout vient et de lui redonner tout. Alors, on ne peut aimer Dieu sans passer par l'homme. Donc c'est la raison pour laquelle nous essayons de faire ce que nous pouvons. Pas grand-chose, juste un petit geste pour que cela aussi nous permet à nous autres d'apprendre à renoncer à nous-mêmes pour certains petits plaisirs qu'on aurait pu avoir. On renonce à ça. Ces kits et frais scolaires prennent en compte les élèves des classes des cours préparatoires première année CP1 et des classes de terminale, sont un vrai soulagement pour les parents et les enfants. C'est pour dire à Père que je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup, que Dieu le bénisse. Merci le curé, je suis très contente. Je remercie le curé d'avoir permis de nous donner des kits scolaires.
Cet acte marque la deuxième édition de la semaine de la charité de la paroisse, mais également la rentrée pastorale des enfants. Cette activité à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé a été une belle et brillante célébration à la gloire de Dieu. Pour clore l'actualité en Côte d'Ivoire, l'assistant secrétaire adjoint principal au bureau des affaires africaines, Robert Jackson, est en Côte d'Ivoire depuis ce lundi 27 octobre. C'est un communiqué de l'ambassade des États-Unis de Côte d'Ivoire. Et cette visite a pour but de rencontrer les leaders ivoiriens en vue de discuter des sujets tels que la préparation des élections à venir, la réforme du secteur de la sécurité et l'environnement des affaires. L'assistant secrétaire d'État Robert Jackson a été attaché politique à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Plus récemment, il a servi en tant qu'ambassadeur au Cameroun et il a également été ministre, conseiller et chargé des affaires à Rabat, au Maroc et à Dakar, au Sénégal. Il a en outre travaillé à Zimbabwe et au Burundi. Nous poursuivons cette édition d'information. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, et Frank Walter, son homologue allemand, se sont rendus au Nigeria, précisément à Abuja, dans le but de montrer leur soutien pour lutter contre le groupe islamique. Rappelons que 219 lycéennes ont été kidnappées par les groupes islamiques. Visite ministérielle franco-allemande inédite pour soutenir le Nigeria face à Boko Haram. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, se sont rendus hier à Abuja pour réaffirmer la mobilisation internationale contre le groupe islamiste qui multiplie les enlèvements malgré un accord de cessez-le-feu. Nous soupçonnons aussi que les dissidents de la branche principale de Boko Haram ont voulu briser le cessez-le-feu, mais cela ne menacera pas les négociations en cours, c'est une certitude. Et nous allons également intensifier nos efforts pour ramener ceux qui ont été enlevés, explique le chef de la diplomatie nigériane. Nous vous soutenons dans la lutte contre le terrorisme représenté par Boko Haram. Cette lutte est décisive pour le Nigeria et pour l'ensemble de la région. 219 lycéennes ont été kidnappées à Chibok en avril dernier et elles sont toujours aux mains de Boko Haram. Par ailleurs, une trentaine d'adolescents ont également été enlevés le week-end dernier. Dans un autre registre, nous parlons santé avec la fièvre à virus Ebola qui crée une mésentente sur le sujet de la quarantaine aux États-Unis. Cela est dû au cas de l'infirmière dans le New Jersey. Casey Cox, l'infirmière mise en quarantaine dans le New Jersey, a finalement été autorisée à rentrer chez elle où elle sera surveillée mais à la maison. De retour de Sierra Leone, elle avait estimé qu'on l'avait traitée comme une criminelle. Dans un tweet, le gouverneur du New Jersey demandait finalement sa libération. Nous sommes très contents qu'elle ait été autorisée à quitter l'hôpital. Elle n'a aucun symptôme d'Ebola, explique Chris Christie. Le New Jersey a organisé son retour dans le Maine où les autorités locales vont suivre son état de santé. Suivre un patient de 5 ans, c'est aussi ce qu'ont fait les médecins dans cet hôpital de New York. Les tests sur cet enfant revenu de Guinée se sont révélés négatifs. Des voix s'élèvent pour dénoncer la généralisation des quarantaines. Ban Ki-moon lui-même, le secrétaire général de l'ONU, appelle à éviter la stigmatisation des soignants revenant d'Afrique. Nous voulons nous assurer que toutes les politiques mises en place aux États-Unis pour protéger le public américain ne découragent pas les médecins et les infirmières de ce pays qui sont volontaires pour aller en Afrique de l'Ouest traiter les malades d'Ebola, dit-on à la Maison-Blanche. Le Pentagone annonce que les soldats américains de retour d'Afrique resteront à l'isolement dans une base américaine en Italie. En Afrique, plus de 10 000 personnes ont été contaminées par le virus, dont près de la moitié sont mortes. Le nouveau coordinateur européen anti-Ebola demande des renforts sur le terrain pour lutter contre Ebola. Selon lui, il y a besoin criard de médecins. Rappelons que le virus Ebola a infecté plus de 10 000 personnes en Afrique de l'Ouest.
Plus de 10 000 personnes infectées par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le tout nouveau coordinateur européen anti-Ebola réclame des renforts sur le terrain. La peur et l'isolement ne sont pas une option, a martelé le chypriote Christos Stylianides. Le commissaire aux affaires humanitaires donnait sa première conférence de presse ce lundi. Nous avons besoin de plus de lits. Passer de 1000 à 5000 aussi vite que possible, dit-il. Chaque lit nécessite 8 personnels de santé. Ce qui signifie que nous devons tout de suite mobiliser au moins 40 000 personnes. L'Europe a du personnel de santé qualifié, dit-il, mais elle doit assurer une évacuation médicale rapide en cas d'infection. Pour le directeur général de la Commission en charge de l'aide humanitaire, l'Europe se mobilise. Nos amis allemands sont en train d'équiper un avion Lufthansa avec les fameux bulles d'isolation à l'intérieur. Je sais que les Danois sont prêts à faire la même chose, c'est presque fait. Nos amis luxembourgeois sont en train de construire aussi un équipement qui peut rentrer dans un avion et ce sera prêt peut-être fin novembre, fin de l'année, je dirais. L'Europe qui s'engage aussi dans le traitement contre le virus. 24 millions d'euros ont été débloqués pour doper la recherche de vaccins. Dans la capitale allemande s'est tenue une conférence internationale avec des représentants d'une quarantaine d'États et d'ONG sur la question des réfugiés syriens à Berlin. Les détails dans ce reportage que nous vous proposons. Conférence internationale sur les réfugiés syriens à Berlin. Les représentants d'une quarantaine d'États et d'ONG, dont le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés Antonio Guterres, sont réunis ce mardi dans la capitale allemande. Avec plus de 3 millions de réfugiés dans les pays voisins et 6 millions de personnes déplacées par les combats à l'intérieur du pays, près d'un Syrien sur deux a changé de lieu de résidence depuis 2011. Le Liban est en première ligne avec 1,5 million de réfugiés syriens. Exsangue, il appelle la communauté internationale à l'aide et à l'action par la voix de son Premier ministre. Nous considérons cette question des réfugiés comme l'une des plus importantes pour notre pays, dit-il. L'Allemagne veut montrer son soutien au Liban, dit la chancelière Angela Merkel, concernant les problèmes qu'il rencontre actuellement, en particulier la situation difficile du voisinage de la Syrie et l'afflux grandissant du nombre de réfugiés. Autre péril pour le pays du Cèdre, les répercussions violentes et meurtrières du conflit syrien sur son sol. L'armée libanaise a repris hier, après 3 jours d'intenses combats, le contrôle d'un fief islamiste à Tripoli, la deuxième ville du Liban. Pendant ce temps, David Cameron souligne que l'Union européenne doit changer et soutient qu'il ne payera pas la rallonge budgétaire européenne qui est de 2,1 milliards d'euros au 1er décembre. Sous pression des eurosceptiques de l'opposition, de son propre parti travailliste et de l'opinion publique, David Cameron ne paiera pas la rallonge budgétaire européenne de 2 milliards d'euros au 1er décembre. Pas question de mettre en danger la reprise économique britannique, a-t-il martelé à la Chambre des communes 2 jours après son coup de sang au sommet européen. L'Union européenne doit changer, elle doit regagner la confiance et cela commence par comprendre et respecter le fait que ces paiements et ajustements sont prélevés sur les revenus durement gagnés par ses citoyens. C'est l'un des nombreux défis de notre longue mission pour réformer l'Union européenne, mais il est vital que nous nous attelions à cette tâche. Ce lundi, la Commission européenne a averti le Royaume-Uni que le rabais budgétaire dont il bénéficie depuis 1984 serait menacé s'il tentait de modifier les règles et de ne pas payer entièrement sa contribution au budget de l'UE le 1er décembre. Le rabais britannique de 5,9 milliards d'euros pour 2014 augmentera de 500 millions l'an prochain sur la même base de données ayant servi à la révision technique de la contribution des États membres. La Banque centrale européenne a mis en place un système bancaire pour évaluer la situation financière des banques européennes. Au sorti de cet exercice, sur 25 banques, 12 d'entre elles ont pu combler leur déficit de fonds propres et 25 des 130 de la zone euro ont échoué au test. 25 des 130 principales banques de la zone euro ont échoué à l'examen des tests de résistance mis en place par la Banque centrale européenne pour évaluer leur situation financière. Mais sur ces 25 banques, 12 d'entre elles ont depuis la fin de l'année dernière comblé leur déficit en fonds propres.
La BCE a identifié les principaux problèmes en Italie, à Chypre et en Grèce. La banque italienne Monte dei Paschi di Siena accuse le déficit de fonds propres le plus important et le système bancaire italien apparaît comme le principal point noir avec 9 établissements recalés au stress test. Nous pensons que l'évaluation globale de la BCE confirme la robustesse et la justesse du secteur bancaire italien. Parce que si vous ajoutez le scénario du stress test à ce qui est déjà arrivé à l'économie italienne, vous obtenez 5 années consécutives de récession. Eh bien, malgré cela, 2 banques seulement ont vraiment échoué au test. Ces 2 banques italiennes sont Monte dei Paschi di Siena et Banca Carige. En Grèce, c'est la satisfaction qui prédomine. Une seule banque grecque, Eurobank, sur les 4 systémiques, devra encore trouver un peu d'argent, une vingtaine de millions d'euros. C'est une très bonne évolution, car elle va permettre de diminuer les taux d'intérêt des prêts aux entreprises. Et des 5, 6 ou bien 7% habituels, on va passer à 2-3%, qui est le taux des prêts aux autres entreprises européennes. On espère aussi que les banques vont régler leurs problèmes de créances douteuses et que l'économie grecque va sortir de la zone marécageuse dans laquelle elle se trouve et se montrer capable de trouver un nouveau chemin vers la croissance. Selon plusieurs économistes, le vrai sujet est le montant du déficit de fonds propres des banques européennes et il est très très faible selon ces économistes. Mais quoi qu'en pensent les esprits critiques, l'opération a obligé les banques européennes à réaliser un vaste état des lieux et notamment à revoir à la hausse l'encours de leurs prêts douteux de 136 milliards d'euros. Il est passé à 880 milliards. Et nous posons à présent nos valises en Allemagne. L'indice IFO du climat des affaires au plus bas depuis 2 ans. Le mois d'octobre s'est vu catastrophique pour les entreprises allemandes. Les détails dans ce reportage. Le sentiment des entreprises allemandes s'est dégradé davantage que prévu au mois d'octobre, tombant à son plus bas niveau en 2 ans. C'est ce qu'indique l'enquête mensuelle de l'Institut munichois IFO, dont l'indice recule en octobre pour le 6e mois d'affilée à 103,2 après 104,7 en septembre. C'est l'indice le plus faible depuis décembre 2012. L'envie des entreprises allemandes à investir est actuellement freinée. C'est ce que je peux dire, affirme l'expert de l'IFO, Klaus Wollrabe. Les entreprises en relation avec la Russie, importateurs, exportateurs, ont tendance à être plus pessimistes que les autres. La zone euro n'est toujours pas dans les starting blocks et l'administration publique ne propose pas de bonnes conditions pour relancer les investissements privés. Cette nouvelle baisse du climat de confiance en Allemagne, qui résulte d'une enquête effectuée auprès de 7000 chefs d'entreprise allemands, augure mal de l'activité dans la première économie d'Europe au 4e trimestre. Il n'y a pratiquement aucune lueur d'espoir pour l'industrie allemande actuellement, a ajouté l'expert de l'Institut IFO. Ce faible indice du climat des affaires s'ajoute aux derniers indicateurs d'activité publiés récemment et qui dressaient un tableau assez sombre de l'économie allemande. Les commandes à l'industrie, la production industrielle et les exportations affichent une baisse inquiétante. Et nous fermons cette édition en parlant de recyclage. Ces millions de bouteilles en plastique jetées chaque année, que deviennent-elles? À cela, une ONG colombienne donne une solution pour construire des maisons avec ces plastiques. Découvrons ensemble. Que faire des millions de bouteilles en plastique jetées chaque année? Une ONG colombienne, Organismo, a une réponse: les utiliser pour construire des maisons. Pour ce faire, il faut du sable et de la terre, en plus des bouteilles. Les murs sont construits en pisé, une technique traditionnelle de construction associée à une pratique écologique. Cela donne un habitat durable. Il s'agit de se mettre en conformité avec le cycle de la nature en réalisant quel est notre impact. Soit on a une attitude consumériste, on prend, on jette sans se soucier, soit on a une attitude plus réfléchie et on essaie de tenir compte de l'environnement qui nous entoure. L'ONG organise régulièrement des ateliers de formation à cette forme de bioarchitecture. Cela se passe dans les environs de la capitale colombienne Bogota. Les stages durent au minimum 2 semaines, durant lesquelles on se met à l'heure du développement durable. Les participants viennent de plusieurs pays. « 40% des émissions de CO2 proviennent de la construction, de tout ce qui est construit à travers le monde. Nous, architectes, notre métier, c'est justement de construire. Aussi, c'est important de mesurer l'impact des constructions et réaliser combien cela risque de saccager Dame Nature. En fait, nous avons une grande responsabilité par rapport à tout cela. À détruire la madre naturaleza, pues entonces tenemos una gran responsabilidad.
Pour assister à un de ces ateliers de formation à l'habitat durable en Colombie, la participation s'élève à l'équivalent de 15 € par jour. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne d'État Grâce. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.